Bonsoir. Eh bien, quatrième lancement de l'année pour Arianespace et en fait troisième lancement d'Ariane 5, puisque vous en souvenez, nous avions commencé l'année avec le premier lancement de Vega. Et ce soir, deux clients très importants pour Arianespace avec deux satellites très différents. D'un côté, EcoStar 17, un gros satellite de télécommunication pour Hughes, qui confie pour la deuxième fois un satellite à Arianespace. Et EcoStar 17 assurera de l'Internet à très haut débit sur l'ensemble du continent nord-américain. De l'autre côté, MSG3 pour EUMETSAT, un client extrêmement fidèle d'Arianespace puisque c'est le 9e satellite que nous lançons pour EUMETSAT. Et MSG3 donc assurera un service de météorologie pour le compte d'EUMETSAT, l'opérateur européen de météorologie. Donc vous le voyez, Ariane 5 une fois de plus démontre sa versatilité. Ariane 5 qui est aujourd'hui le lanceur lourd le plus fiable au monde et qui a un programme devant lui très chargé puisque nous avons toujours l'objectif de faire un total de 7 lancements et en parallèle nous ferons aussi 2 lancements de Soyouz depuis la Guyane puisque notre objectif est de faire un total de 10 lancements cette année au Centre spatial guyanais. Mais sans plus tarder, je vous laisse regarder celui-ci, Ariane 5 ECA, EcoStar 17, MSG3. Madame, Monsieur, bonsoir. Claude Bernard au micro pour commenter les éléments finaux de la chronologie de lancement d'Ariane 5 pour le vol 207, dont les enjeux viennent de nous être présentés par Jean-Yves Le Gall, le président directeur général d'Arianespace. Alors c'est le troisième lancement de l'année pour Ariane 5, mais c'est en fait son 63e vol depuis le début de son histoire. Ariane 5 se trouve à environ 15 km du centre de contrôle Jupiter, d'où je vous parle, et tous les paramètres sont au vert. Vous voyez bien que c'est ici que parviennent en temps réel toutes les informations et toutes les données de cette chronologie finale. Alors les indicateurs sont au vert, on l'a dit, ça concerne le lanceur, ça concerne les satellites, ça concerne la météo et tous les paramètres nécessaires au décollage d'Ariane 5, en particulier les installations de la base de lancement, les critères de sauvegarde et le réseau des stations de contrôle. Mais d'abord, décrivons ce lanceur. Alors, nous avons donc les deux étages d'accélération à poudre, les EAP qui font 278 tonnes chacun. Ils encadrent l'étage principal cryotechnique, le PC de 188 tonnes. Et au-dessus de cet ensemble, on retrouve l'étage supérieur cryotechnique de type A et la case à équipement, l'ensemble pesant 19 tonnes. Et bien sûr, pour terminer, on retrouve la coiffe de 17 mètres avec les deux passagers de ce soir. Alors la fenêtre est de 29 minutes, c'est court, ouvrant à 18h36 et se fermant à 19h05 heure de Kourou. Vous ajoutez 5 heures pour l'Europe, vous enlevez 1 heure pour la côte est des États-Unis. Nous allons revenir au bâtiment Jupiter où nous nous trouvons, car c'est là que se trouve la cellule de vol qui représente la plus haute autorité de ce lancement. Elle est présidée par Jean-Yves Le Gall et elle réunit à ses côtés le directeur de l'établissement Arianespace en Guyane, Patrick Loire, et le directeur technique central d'Arianespace, Édouard Pérez. Alors c'est ici qu'arrivent toutes les informations nécessaires à la prise de décision, en particulier celles en provenance du centre de lancement et de la télémesure du lanceur via le contrôle visuel immédiat. Alors sur la coiffe du lanceur, nous avons vu tout à l'heure les deux logos satellites, on a vu aussi les logos d'Arianespace, et sur cette coiffe donc, on retrouve les 302e et 303e satellites qui vont être mis sur orbite par Ariane ce soir. Et justement, avec cette animation, nous allons décrire la configuration sous la coiffe. EcoStar 17 en position haute, sa masse est de 6100 kg au décollage. Il est construit par Space System Loral pour l'opérateur Hughes Network System, filiale d'EcoStar Corporation. Ce satellite sera positionné à 107 degrés 1 ouest. Il aura une durée de vie de 15 ans et servira à étendre rapidement les services Internet pour toute l'Amérique du Nord. Et on retrouve en position basse MSG3 d'une masse au décollage de 2032 kg. Il est construit par Thales Alenia Space System pour l'organisation européenne EUMETSAT. Ce satellite sera positionné à 0 degré de longitude. Il couvrira une zone qui va aller du pôle Nord au pôle Sud d'un côté et du Chili à l'Inde de l'autre. C'est-à-dire qu'il va couvrir la Guyane.
La performance demandée pour ce vol est de 9635 kg. Et nous sommes de nouveau à Jupiter pour découvrir les chefs de projet satellites, dont le chef de projet pour EcoStar 17 est Jérôme Rive. Ils ont préparé avec Béatrice Romero pour MSG le travail de ce soir. Nous allons écouter Jérôme Rive qui nous parle d'EcoStar 17. C'est un très grand plaisir de servir encore ce soir Hughes Network Systems, filiale à 100% de EcoStar Corporation. Hughes utilise des satellites en bande Ka de très haut niveau pour servir des consommateurs et des sociétés ayant besoin de services Internet à très haut débit partout en Amérique du Nord. Ces services, déjà commercialisés sous le label HughesNet, sont si performants et si recherchés que Hughes a dû commander un second satellite pour complémenter les services de Spaceway 3, cet autre très gros satellite déjà lancé par Arianespace. Personnellement, il m'a été donné l'occasion de poursuivre ma carrière chez Arianespace sur un autre poste de travail. Et le lancement de ce soir va conclure le dernier service de lancement que je conduirai comme chef de projet. Il y a vraiment un dernier lien qui m'attache à Hughes, car le premier programme dont j'ai eu à m'occuper était Spaceway 3, lancé par une Ariane 5 en août 2007. Quelque part, Hughes a donc contribué à mes débuts, que je vais clore ce soir, toujours avec Hughes pour EcoStar 17. Alors Arianespace s'est adapté à ses clients et à leurs propres contraintes. Le calendrier a été revu pour prendre en compte la disponibilité et l'état final des deux satellites. On va retrouver Béatrice Romero, donc, qui est la chef de projet pour MSG3 chez Arianespace. Et je rappelle que les deux premiers satellites de la série MSG, Météosat 8 et Météosat 9, ont été lancés respectivement en 2002 et 2005 par Ariane. Écoutons Béatrice. MSG3 sera le 9e satellite géostationnaire dans la série des Météosat lancés par Ariane de la Guyane depuis 1981. C'est le 3e satellite de la 2e génération. Les deux premiers de cette seconde génération ont été mis en orbite par Arianespace pour EUMETSAT en août 2002 et en décembre 2005. Arianespace a été sélectionné pour lancer le dernier satellite de cette série, MSG4, prévu pour un lancement début 2015. Nous serons très heureux de continuer cette coopération fructueuse avec EUMETSAT pour le lancement de la 3e génération. Retour sur notre chronologie, tout va bien, nous sommes presque à moins de 7 minutes et nous rentrons dans Jupiter où à côté du chef de mission Didier Saïd, on va retrouver le directeur des opérations Damien Simon. De DDO. Attention pour la séquence finale lanceur. Qui nous annonce donc l'entrée en séquence synchronisée. Top H0 moins 7 minutes. Et cette séquence qui est entièrement automatique, elle est pilotée depuis le centre de lancement par deux puissants calculateurs. Elle regroupe toutes les opérations qui doivent être réalisées au plus tard afin de préserver le potentiel du lanceur, d'assurer la sécurité des personnes et des biens, c'est nous, mais aussi de garantir la disponibilité de toutes les redondances du lanceur et de garder sa maîtrise le plus longtemps possible. Alors cette séquence va nous mener jusqu'au décollage. Elle permet d'effectuer les toutes dernières mises en œuvre et tous les contrôles nécessaires pour le passage du lanceur du mode sol à la configuration de vol. Alors avant cela, il était nécessaire de préparer tous les moyens. C'est ce que nous allons découvrir en image avec quelques détails. Voici le résumé des opérations que j'ai le plaisir de vous commenter. Arrivés par bateau en Guyane quelques semaines auparavant, les éléments du lanceur ont été assemblés au bâtiment d'intégration lanceur à partir du 19 avril où, sous la responsabilité d'Astrium ST, s'est effectuée la mise en place de l'étage principal cryotechnique sur les deux étages d'accélération à poudre. Le troisième étage, avec la case à équipement, ont été intégrés ensuite. En parallèle de cela, les deux satellites EcoStar 17 et MSG3, arrivés respectivement par avion à l'aéroport Félix-Éboué les 10 mai et 13 avril, ont préparé leurs opérations finales et de remplissage avant d'être transférés au bâtiment d'assemblage final pour intégration sur le lanceur le 26 juin pour MSG3 et le lendemain pour EcoStar. Après l'intégration mécanique, les contrôles fonctionnels de raccordement électrique et fluide ont été déroulés sur le lanceur, ainsi qu'un contrôle système qui a validé sa bonne intégration. Ariane 5 a été transféré au bâtiment d'assemblage final le mercredi 30 mai, où il a reçu les deux satellites et la coiffe. Le mardi 3 juillet, la revue d'aptitude de lancement a autorisé le transfert du bâtiment d'assemblage final en zone de lancement, de l'ensemble table plus lanceur, mais aussi du groupe de servitude en transfert, le GST, qui assure les alimentations en air et énergie. Ce sont 1760 tonnes qui ont été tractées, représentant la masse de la table, du lanceur vide, de sa charge utile et du GST.
Nous la voyons, cette zone de lancement, avec les 3 carnaux, les 4 pylônes parafoudres et un peu plus loin, le château d'eau et les 1000 mètres cubes qui vont assurer un véritable déluge tout à l'heure lors du décollage, à la fois sur les carnaux et sur la table de lancement. Ceci afin d'amortir les chocs thermiques et acoustiques. Nous rentrons dans Jupiter pour découvrir donc à côté de notre chef de mission, DDO et chef de projet, nos clients. Et voici donc le premier client EcoStar avec son directeur de mission satellite. À ses côtés, les 2 chefs de projet satellite pour Space System Loral et pour Use Network System. Tout à côté, un peu plus loin, il y a bien sûr les représentants de MSG3 avec son directeur de mission satellite que nous voyons à l'écran. Alors, on va ajouter que EcoStar 17 a commuté son énergie sur les batteries de vol à H0-33 minutes et MSG3 à H0-25 minutes. Ils vont rester dans cette configuration quoi qu'il arrive. Vous le voyez, tous les indicateurs sont au vert, la séquence synchronisée se poursuit et à 4 minutes du décollage, les compléments de plein sont arrêtés et tout se déroule correctement. Alors c'est au cours de ces enchaînements d'opérations automatiques que le lanceur devient peu à peu autonome. On retrouve 3 parties essentielles. Un premier enchaînement est effectué de moins 6 minutes 30 à moins 6 secondes. C'est pendant cette première séquence que les systèmes fluides et mécaniques se configurent pour le vol. À partir de moins 6 secondes, une séquence irréversible va permettre d'ouvrir les plaques à clapet grâce à 2 bras supports et se dégager du lanceur. Puis sera déclenché les allumeurs de mise en froid du moteur Vulcain qui va à partir de H0 s'allumer. Pendant 7 secondes, on va vérifier ses paramètres et ce sera le décollage. Alors, on a parlé de la campagne tout à l'heure et nous rentrons maintenant dans le centre de lancement. C'est un bâtiment blindé et on retrouve donc Raphaël Breda, le chef des opérations au centre de lancement, qui a mené toutes les opérations de la chronologie de ce soir. Il y a une autre équipe d'ingénieurs qui, elle, est menée par le CPAP, le chef de projet Ariane Production. Ce soir, c'est Didier Aubin que nous voyons. Elle a eu pour but de garantir cette équipe en permanence l'aptitude au vol du lanceur à partir des données fournis par les équipes opérationnelles. Il y a aussi une 3e équipe, celle de la qualité, qui est menée par Geneviève Dédé. En conséquence de quoi, sous l'autorité du directeur des programmes Louis Laurent, ils proposeront à la cellule de vol les actions qui permettront de prendre la décision finale, de poursuivre et de procéder au lancement ou de l'arrêt de la chronologie. Alors en cette fin de journée, la météo est bonne. Ça nous a été confirmé lors du dernier point météo qui a été réalisé à moins 10 minutes et la visibilité est parfaite. Dans la séquence synchronisée, ce n'est seulement qu'à H0-3 minutes que l'heure a été rentrée dans les calculateurs de bord, dont le deuxième, à partir de maintenant, va se mettre en mode observateur. Le lanceur sait maintenant à quelle heure il va pouvoir décoller. Vous le voyez, tous les paramètres sont au vert. Nous sommes à moins 2 minutes 20 du décollage. Très très belles images prises ici dans le centre de lancement. Alors on va maintenant préciser ce que j'évoquais tout à l'heure avant la séquence synchronisée, c'est le rôle des bras cryotechniques qui relient le mât au lanceur. Vous voyez, c'est ces grandes parties jaunes là. Ce sont 2 bras cryotechniques qui assurent au travers de plaques que l'on appelle les plaques à clapet le remplissage de l'étage supérieur ECA en hydrogène et oxygène liquide. Avec un gros plan à gauche du bras hydrogène liquide à moins 253 degrés et à droite le bras oxygène liquide à moins 183 degrés. Alors ces 2 bras, vous allez le voir, se rétracteront du lanceur 5 secondes avant l'allumage du moteur Vulcain. Nous sommes presque à moins 1 minute et 30 secondes du décollage. Eh bien, je vais prendre le temps déjà de saluer tous ceux qui vivent ce moment avec nous en direct, vous qui nous écoutez ici en Guyane, les internautes, vous qui nous suivez toujours plus nombreux dans le monde entier. Bonsoir à mes collègues d'Ariane Espace en salle projet à Évry, à l'ESA au CNES à Paris, aux industriels du programme Ariane Astrio-Mumuro, Héraclès dans le Bordelais. À tous de DDO, attention pour H0-1 minute. Top H0-1 minute. Et ce soir, je voudrais donner une mention très spéciale pour la SNECMA à Vernon, car le vol VA207 nous offre un chiffre rond comme on les aime bien ici. En effet, la SNECMA a atteint sur ce lanceur le 1200e moteur fabriqué à Vernon pour Ariane depuis son premier vol. 958 Viking, 179 HM7, 25 Vulcain 1 et 38 Vulcain 2. Très grand salut à vous les Normands. Salut particulier à nos clients. Le décollage d'Ariane 5, c'est un moment unique. Chacun doit le vivre à sa manière. Je vous laisse profiter pleinement de ce spectacle là où vous vous trouvez et à tout à l'heure. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité,
Allumage moteur Vulcain. Allumage confirmé. Top. Allumage EAP. Décollage. Lift-off, c'est bon. Première manœuvre d'orientation du lanceur. Les paramètres à bord sont normaux, la trajectoire est nominale. Si pour vous la première fois, c'est un très grand spectacle, n'est-ce pas, que de voir cette merveilleuse technologie s'élever dans le ciel de Kourou. Et je vous le disais, la luminosité est parfaite, il fait encore jour et ces images sont superbes. Donc il ne reste plus visible maintenant que cette traînée de fumée blanche et de feu, qui est la seule trace dans le ciel de Kourou. La masse au décollage était de 773 tonnes. Donc en début de vol, la puissance est impressionnante. Cette extraordinaire poussée de plus de 1300 tonnes. Nous entendons, peut-être que vous l'entendez dans mon micro, Ariane qui passe au-dessus de Jupiter. 1300 tonnes données au lanceur Ariane 5 pour qu'il s'arrache de sa table de lancement et décolle dans le ciel guyanais. Et cela est assuré à 90% par les deux imposants propulseurs chargés de 237 tonnes de propergol solide chacun. Ces propulseurs, on dit souvent boosters chez nous, sont la force vive qui va pousser le lanceur et l'arracher à l'attraction terrestre. Ils sont identiques, ils sont composés d'un tube métallique contenant le propergol solide, la poudre et une tuyère. Et chaque EAP en ce moment consomme 2 tonnes de poudre par seconde. Les paramètres propulsifs et de guidage à bord sont normaux, la trajectoire est nominale. Tout va bien à bord, nous dit le DDO. Ces propulseurs sont en partie fabriqués entièrement assemblés en Guyane, dans la zone propulseur de la base spatiale. Regardez, nous avons une très belle image. On est presque à 2 minutes de vol et on suit toujours le lanceur. On va voir tout à l'heure la séparation des boosters. Alors, après épuisement de la poudre, à 140 secondes après leur allumage, les deux EAP vont être séparés du lanceur. Ils vont retomber dans l'océan. Et avant qu'ils soient totalement vides, leur poussée va diminuer. Après détection de cette baisse d'accélération, regardez les images, l'ordinateur de bord décide de se débarrasser des propulseurs d'appoint. Vous le vivez en direct, c'est extraordinaire, c'est très beau. Voilà, les propulseurs vides sont écartés du lanceur à l'aide de petites fusées d'éloignement. On fait exploser les carcasses pour qu'elles sombrent en mer et éviter tout risque d'épave flottante. C'est le PC maintenant qui propulse seul le lanceur et la phase suivante va concerner la coiffe. Alors la coiffe, elle est fabriquée en Suisse par Ruag Aerospace. La coiffe est une coque en matériaux composites d'un diamètre extérieur de 5,42 m. Elle est équipée de prises ombilicales pour les satellites et de tout un tas d'équipements comme des portes d'accès. C'est elle qui a protégé les satellites pendant de toute pollution, de tout danger et de tout échauffement pendant la phase d'attente. Alors on va s'en séparer à peu près plus de 3 minutes de vol car il n'est plus nécessaire. Le lanceur a dépassé les couches denses, on a dépassé les 100 km, on est à 105 km, regardez. Il n'y a plus ni frottement ni risque pour les satellites embarqués. On déclenche le largage de cette coiffe longue de 17 mètres après le largage des EAP à l'altitude ce soir de 110 km. Voilà, la coiffe est séparée. On vient de perdre 2446 kg. Regardez ces images comme elles sont belles. Et plus le lanceur s'allège, plus il peut aller vite. Justement, nous volons à 2,39 km par seconde. Alors la mission la plus fréquente demandée à Ariane 5 est identique à celle de ce soir, avec le transport de 2 satellites, un satellite plutôt lourd et de télécommunications et un autre plutôt léger. Alors ce soir c'est pour la météorologie, pour les mettre en orbite de transfert géostationnaire, le GTO. Alors pendant que se déroule ce vol parfait de l'EPC, je vous propose de revenir sur l'actualité récente du secteur spatial depuis le dernier lancement du mois de mai. Que s'est-il passé? Nous allons le savoir en suivant les news d'Ariane Espace. 62e lancement d'Ariane 5 et 48e succès d'affilée ce 15 mai où Ariane Espace a placé avec succès sur orbite 2 satellites de télécommunications. GSat 13 pour Sky Perfect, GSat Corporation et Vinasat 2 pour les postes et télécommunications vietnamiennes. Des nouvelles du prochain lancement Soyuz Vol 3. Le triétage inférieur a déjà été assemblé au MIC. Les activités reprennent pour l'étage supérieur frégate ce 23 juillet et les 2 satellites Galileo arriveront en Guyane le 7 et 21 août. Le 20 juin à Toulouse, Jean-Yves Le Gall et Jean Dauphin, le directeur des programmes d'observation de la Terre, Navigation et Sciences d'Astrium France, ont signé le contrat de lancement du satellite DZZ-HR pour le Kazakhstan qui sera lancé en 2014 par le lanceur Vega.
Lors de l'Assemblée générale des actionnaires de Starsem le 29 juin, Jean-Yves Le Gall, président directeur général, et Victor Nikolaïev, directeur général, ont été reconduits dans leurs fonctions. Starsem est la société dédiée au service de lancement commercial du lanceur Soyouz depuis Baïkonour. Arianespace a participé au congrès Satcom Africa 2012 à Johannesburg en démontrant que grâce aux innovations et orientations mondiales, les utilisateurs accèdent au marché en Afrique du Sud. Lors de Communicasia 2012 à Singapour, Arianespace a réaffirmé qu'elle est la société de services et solutions de lancement de référence pour les plus grands constructeurs et opérateurs de satellites du monde. Lors du sommet de l'investissement du G20 qui a eu lieu le 15 juin à Paris, Jean-Yves Le Gall a participé au débat sur le thème « Stratégie et innovation ». Angelo Fontana a été nommé conseiller auprès du président directeur général d'Arianespace pour lui proposer les choix stratégiques à effectuer pour l'exploitation du lanceur Vega après le succès de son vol de qualification. Et retour sur ce vol parfait d'Ariane 5 qui se déroule actuellement. Nous sommes toujours en phase de propulsion du premier étage, le PC, l'étage principal cryotechnique qui a embarqué, répétons-le, dans ses réservoirs en alliage d'aluminium, 149,5 tonnes d'oxygène liquide à moins 183 degrés et 25 tonnes d'hydrogène liquide refroidi à moins 253 degrés. Tout va bien à bord. Alors nous avons des images de la salle de contrôle et nous voyons donc le nouveau directeur du Centre spatial guyanais depuis le 1er juillet, Bernard Chemoul, que nous saluons. Dans quelques secondes, nous allons écouter maintenant Bob Bushman, le directeur de la mission du satellite EcoStar. Il va nous parler des relations entre EcoStar et Arianespace. Alors, vous savez que ces relations ont commencé par le lancement de SpaceNet 3, et c'était en 2007, et elles se sont poursuivies donc avec EcoStar 17. Donc nous écoutons Bob Bushman, directeur de la mission du satellite EcoStar 17. EcoStar 17, qui utilise des technologies de très haut niveau, est le satellite en bande K le plus moderne du monde. Il va étendre notre service Usenet d'environ 640 000 abonnés aujourd'hui à un nombre estimé entre 1,5 et 2 millions dans le futur. Usenet, c'est le service Internet à haut débit vers les utilisateurs d'Amérique du Nord qui fournit Internet directement dans les foyers et que Hughes propose depuis de nombreuses années. EcoStar, c'est juste la dimension supplémentaire de ce réseau. EcoStar 17 est conçu sur la même base que notre cheval de bataille lancé par Arianespace en 2007. Spaceway 3 qui maintenant dessert plus d'un demi-million d'abonnés, faisant de ce réseau le plus important au monde en bande K. EcoStar 17 testé sur sa position orbitale, nous mettrons en place un nouveau service, Usenet Génération 4, qui offrira aux médias un monde riche comme jamais auparavant, avec Internet à très haut débit à tous nos concitoyens, quel que soit leur choix de vie et de travail. Hughes a choisi Arianespace pour plusieurs raisons. Le support parfait reçu lors du lancement de Spaceway 3, la très haute fiabilité et disponibilité preuve à l'appui, Arianespace est un service hors du commun, répondant vite aux besoins. Il est très facile de travailler avec Arianespace. Et les données reçues du lanceur proviennent actuellement de Natal, cette station balnéaire à l'est du Brésil, tout près de l'équateur, où la station de télémesure Ariane suit ce lanceur depuis son premier vol. Je voudrais retourner sur le PC en précisant pour répondre à une question posée par Thomas, un auditeur de la vidéotrans du dernier vol, qu'il est normal que l'on emporte une masse plus importante d'oxygène dans un volume plus petit, car l'oxygène liquide est beaucoup plus lourd pour un même volume que l'hydrogène liquide. Alors, vous l'avez vu, le PC est mis à feu dès le décollage. Il a assuré seul la propulsion du lanceur pendant la deuxième phase de vol après le largage des étages d'accélérateur à poudre. Et il a pratiquement consommé tous ses ergols. Il va s'éteindre. Il aura fonctionné 9 minutes, exactement 545 secondes. Extinction du premier étage sur commande de guidage. Voilà, le PC est séparé. On perd encore du poids en s'allégeant de sa masse sèche de 14 tonnes 100. Et la masse du lanceur en ce moment n'est plus que de 29 tonnes. On a décollé à plus de 770 tonnes. L'ESC, l'étage supérieur cryotechnique. Ariane poursuit sa course, tout se déroule parfaitement. Le troisième étage est allumé, c'est lui qui prend le relais. Tous les paramètres à bord sont nominaux. C'est lui qui va amener les deux satellites jusqu'à destination finale sur leur orbite visée de séparation. Donc on est entré dans la troisième phase de vol qui est engagée avec le vol donc de l'ECA. Il va fonctionner à peu près 15 minutes, 933 secondes exactement, et cela avec une vitesse de plus en plus élevée pour permettre donc l'injection des satellites. Perte normale de la télémesure lanceur par la station de Galileo à Kourou. Alors on va prendre encore un peu plus de temps pour faire connaissance avec EcoStar 17.
C'est le satellite qui est placé en position haute, vous le savez, et qui sera séparé en premier. Alors ce film qui vient du client vous est présenté en langue anglaise. Space Systems Loral is the leader in providing high-capacity satellites for broadband communications, with 4 decades of experience building communication systems using the Ka-band spectrum. EchoStar 17, with Jupiter high-throughput technology, is an all-Ka-band broadband satellite designed to provide more than 100 gigabits per second capacity to Hughes' rapidly growing HughesNet subscriber base in North America. Based on the space-proven 1300 platform, the satellite was designed with a complex multi-spot beam architecture that focuses capacity on the areas in North America with the highest traffic demand, providing enhanced services for both consumers and businesses. It takes hundreds of people and more than 1 million man-hours to design, build, and test a satellite of the size and complexity of EchoStar 17. I'd like to take this opportunity to thank Pradman Kaul and his team for giving Space Systems Loral the opportunity to design and manufacture a very high-capacity satellite. In alignment with its vision to create space-based solutions that improve the human experience, Space Systems Loral commends Hughes for its commitment to provide high-speed connectivity to the people of North America who might otherwise not have access to many of the important benefits of the Internet. Et cette mise sur orbite d'EchoStar 17 sera réalisée à une vitesse de plus de 9 km par seconde, bon presque 10 km par seconde, c'est presque 36 000 km à l'heure. Brrr, ça va vite. Toujours pour rester dans le profil de notre premier passager, voici maintenant quelques images pour faire connaissance avec le fabricant de EchoStar 17, qui est la société donc américaine Space Systems Loral à Palo Alto, en Californie, et qui a fabriqué beaucoup de satellites qui ont été mis en orbite par Ariane, et ce depuis les tout premiers débuts. Alors EchoStar et Space Systems Loral, c'est un film qui, malgré les premiers mots très familiers, vous allez le voir, est lui aussi en langue anglaise. Cinq, 4, 3, 2, 1. At Hughes, good is never quite good enough. That's why America's #1 choice for satellite internet is about to get even better. We're excited to roll out HughesNet Gen 4, the next generation of high-speed satellite internet service that will let people everywhere do more of what they want online. Making it all possible is the new EchoStar 17 satellite with Jupiter high-throughput technology. EchoStar 17 is the industry's most advanced, highest capacity satellite. Adding EchoStar 17 to our network of advanced satellites, the best on-the-ground technology and in-home devices, is big news for satellite internet users all across the country. It's the next step in our mission to help people live where they love where they live and still stay connected. Of course, Hughes invented satellite internet, and for the past 15 years, we've been bringing all the benefits of broadband to people and places who could never get it before. Today, Hughes is America's leading provider of satellite internet. With the largest satellite network in North America, we continue to lead the way in innovation, constantly improving our network and our service, so we can offer internet that's faster, smarter, and better than ever. With the launch of EchoStar 17, we look forward to introducing HughesNet Gen 4. Today's launch is the culmination of over 3 years of dedication and hard work by many more people than I could possibly recognize at Hughes and our partners Arianespace and SS Loral. I would like to particularly thank John Celli and Jean-Yves Le Gall for being great partners. To the entire team, I say my heartiest thank you and congratulate you for this most significant accomplishment in our storied Hughes history. Designed with Jupiter high-throughput technology and well over 100 gigabits of Ka-band capacity, EchoStar 17 will expand our successful HughesNet high-speed internet service for consumers in North America from approximately 640,000 subscribers today to an estimated 1.5 to 2 million more.
We'll then launch our new HughesNet Gen 4 offerings, delivering a media-rich world like never before. Thank you again to all who contributed to making this happen. Internet service is all about what you can do. And with Gen 4, our customers will be able to do more. Connect with family and friends. Whether it's email or social media, it'll be faster than ever. Share photos, music, videos, and more. Uploading will be easier than ever. Shop, learn, chat, watch videos, download music. There will be more to enjoy than ever. It's a new day in high-speed satellite internet service. HughesNet Gen 4. Et pendant ce film, c'est la station d'Ascension qui a fait l'acquisition des données d'Ariane, 789 secondes après le décollage, c'est-à-dire 13 minutes et 9 secondes. Les paramètres à bord Ce sont les installations la situées sur cette trajectoire toute est nominale. petite île britannique, une émergence volcanique de 10 km² au milieu de l'Atlantique, qui reçoit donc maintenant les informations de télémesure qui sont diffusées automatiquement par le lanceur. Et nous allons continuer dans quelques minutes avec un reportage maintenant sur le deuxième client, sur donc Météosat seconde génération, troisième satellite. Et on va entendre Stéphane Carlier de l'Agence spatiale européenne et Sergio Rota de EUMETSAT qui vont nous parler du satellite et surtout des relations avec Arianespace. Vous savez qu'Arianespace a lancé presque tous les satellites depuis le vol 10 des Météosat. Donc Stéphane Carlier et Sergio Rota. À tout à l'heure. MSG3 est le troisième d'une série de 4 satellites de météorologie, tous identiques, positionnés en orbite géostationnaire. MSG1 et MSG2, lancés respectivement en 2002 et 2005, sont totalement en service opérationnel. MSG3 remplacera MSG1 qui a de loin excédé sa durée de vie nominale qui était de 7 ans. MSG3 a été construit en même temps que les 2 autres satellites. Il a été mis en stockage pendant 6 années. En sortie de stockage, il aura fallu toute une année de test avant le lancement. Et après une campagne de préparation en cours sans problème, le satellite est prêt pour le lancement. Les images et les données émises par les satellites Météosat seconde génération apportent une contribution vitale aux prévisions météorologiques journalières, en particulier sur les périodes d'évolution à très court terme et pour développer des applications associées à des prédictions de phénomènes à évolution rapide pouvant avoir un impact catastrophique. L'importance de cette mission est qu'elle va supporter les services d'imagerie opérationnelle avec le seul satellite de la seconde génération en fournissant en temps réel une photothèque des continents européens et africains et sous un préavis de 15 minutes des océans Indien et Atlantique. MSG3 is particularly important in this respect. Dans cette philosophie, MSG3 est particulièrement important car il va assurer une continuité de tous les services, d'abord dans le champ de la mission d'imagerie totale, mais aussi d'autres services pour répondre aux besoins des clients, comme des évolutions d'événements majeurs à caractère de catastrophe. MSG3 couvrira la période allant jusqu'à l'arrivée de la troisième génération de satellites après les années 2020. Que cela va vite, c'est maintenant la station de Libreville au Gabon qui a fait l'acquisition des données d'Ariane, 17 minutes et 56 secondes après son décollage. La trajectoire est normale et tout va bien à bord. Alors, avant de poursuivre la connaissance de MSG3, on va donner quelques mots sur ce qui protège ce deuxième passager, justement, qui lui est installé dans le SILDA. Le SILDA, c'est le système de lancement double d'Ariane. C'est une structure en matériaux composites qui permet d'emporter 2 satellites en même temps. C'est un peu le plus d'Ariane. Le SILDA est en fait composé de 2 parties. Le chapeau sur lequel repose EcoStar 17 et la boîte dans laquelle est enfermé MSG3. Alors nous allons poursuivre par l'interview de M. Alain Ratier, le directeur général de METSAT, qui va nous parler de cette organisation. EUMETSAT is an intergovernmental organization. We have 27 member states from EU and outside EU. And our mission is to deliver data, products, observations to the weather services of our member states, but also these products are used for climate monitoring.
And in addition, we deliver all kind of support to our users to allow them to take the best advantage of this data and products. So to do that, we of course operate a number of spacecraft, ground segment, complex system to deliver information. Support to users is training first, because we are dealing with high technology, so we need to train our users to get them ready to use innovative data and products. Of course, we are also having a help desk, a user interface to help them understand what we deliver. We launched MSG3 to make sure that we ensure continuity in a service which is critical to our users and to the Met services in particular. Why is it so important for our users? It's very simple to understand. Geostationary imagery is critical to see how fast severe weather is developing. And this is a sort of critical input to what I would call the last chance forecast. When it's real-time information, you get data every 15 minutes, and it's critical for the forecaster to appreciate how a critical situation may develop. Climate monitoring is absolutely required, because what is at stake is to construct long, consistent climate data series. And it's particularly important to have overlap between one satellite and the next in a series, to have cross-calibration, and to make sure that you can actually, through reprocessing, produce this long and consistent data series, what we call climate records. Et Ariane continue sa trajectoire vers l'est, au-dessus du continent africain. Tout va bien à bord, la trajectoire et les paramètres de vol sont normaux. On va continuer notre découverte du programme Météosat en rappelant que depuis le début du programme Météosat, c'est la société Thales Alenia Space qui a réalisé et qui réalise ces petits chefs-d'œuvre de satellites en météorologie toujours plus performants pour son client EUMETSAT. Et à ce propos, nous allons donc écouter l'interview de M. Reynald Seznec, qui est le président directeur général de Thales Alenia Space, le fabricant de MSG3. Et on va se retrouver dans un peu moins de 2 minutes. Meteosat is part of our lifeblood at Thales Alenia Space. We have been the trusted prime contractor for all the satellites since the 70s. Meteosat first and second generations and the upcoming third generation. We have spent nearly 40 years perfecting our knowledge. And I can honestly say that when it comes to European meteorology, Thales Alenia Space is at the very forefront, both on the ground and in orbit. Through Meteosat, Europe supplies the best meteorological satellites in the world, thanks to ESA and EUMETSAT, and plays a major role in the World Weather Watch. It is a great example of achievement between two European agencies acting on the world stage. At Thales Alenia Space, we are proud to be part of this success story. And we don't just build Meteosats, we also use our expertise to develop a wide range of other instruments and satellites, such as the Sentinels, JASON, and IASI. So today's launch of MSG3 is close to our hearts. Our warmest congratulations to EUMETSAT, the European Space Agency, and all our colleagues in industry. And our congratulations to the teams who have worked so hard on this mission. Good luck, everyone. Et Ariane est toujours au-dessus de l'Afrique. C'est maintenant la station de Malindi au Kenya, tout à l'est de cette Afrique, qui suit les lanceurs. La trajectoire et la propulsion sont nominales. Alors ça fait presque 25 minutes qu'Ariane a décollé et il nous reste encore environ 9 minutes avant la fin de la mission. Nous restons concentrés et nous continuons de suivre le vol de l'ESCA dont la mission est d'apporter le complément d'énergie nécessaire pour amener les deux charges utiles sur leur orbite de transfert géostationnaire. Deux petits chiffres, cet étage mesure 4,71 m de haut pour un diamètre de 5,40 m.
Alors, il a emporté pour ce vol près de 12 tonnes d'oxygène liquide et 2684 kg d'hydrogène liquide. Il aura fonctionné 950 secondes et la poussée dans le vide était de 6 tonnes 5. Il reste quelques petites secondes de poussée. Extinction de l'ESC, le second étage, sur commande de guidage. Voilà, le C donc vient de s'arrêter sur commande de guidage. Il avait aussi assuré auparavant le contrôle en roulis du composite supérieur pendant la phase propulsée. Donc composé d'une douzaine de tuyères alimentaires avec de l'hydrogène restant dans le réservoir et avec de l'hélium. Nous sommes donc rentrés maintenant en phase balistique de cette mission. Il y aura 23 phases élémentaires, mais vous verrez que ça va être très court. EcoStar sera séparé en phase 5, le SILDA en phase 10 et MSG3 en phase 13, les autres phases étant utilisées pour la fin de mission. Alors toujours dans les délais précis, on va suivre maintenant un film sur les premiers jours de la vie orbitale d'EcoStar. Après la séparation d'EcoStar 17, nous espérons une première acquisition très rapide. 3 heures plus tard, nous déploierons le premier panneau solaire, suivi du second très vite après. Ensuite, pendant 2 semaines, l'orbite du satellite sera rehaussée avec plusieurs mises à feu du moteur d'apogée. À la fin de ces opérations, débutera le test des fonctions du satellite. Ce n'est qu'après que le satellite aura atteint son orbite géostationnaire définitive sur la position 107,1 degrés de longitude ouest que les antennes seront déployées et que se terminera le test complet du satellite. Enfin, l'équipement de haute technologie Jupiter sera déployé. Ceci inclut les tests du réseau des stations au sol, ainsi que les terminaux des utilisateurs. Nous vérifierons directement auprès de nos clients que les réceptions seront parfaites et nous déclarerons le satellite bon pour le service. Notre souhait est que le réseau commercial Usenet Génération 4 soit en service total au début octobre de cette année. Chez Hughes, nous sommes très excités d'ajouter à notre réseau un satellite aussi performant qu'EcoStar, avec 100 gigabits de capacité pour notre service Usenet. Alors revenons sur le lanceur, situé au-dessus de l'ECA, on trouve la case à équipement qui accueille le système de contrôle et de guidage du lanceur. C'est le véritable poste de pilotage de ce lanceur, il est en train de travailler maintenant. Elle orchestre l'ensemble des contrôles et des commandes de vol. Les ordres de pilotage sont donnés par les calculateurs de bord via les équipements électroniques. Alors, je vous rappelle que ce sont les calculateurs qui envoient tous les ordres nécessaires au bon fonctionnement du lanceur, tels que l'allumage du moteur au sol et en vol, la séparation des étages et le largage des satellites. Et là, actuellement, on est en train de donner une petite manœuvre de roulis demandée par le client avant la séparation d'EcoStar 17. Alors nous sommes dans la phase d'attente de séparation d'EcoStar 17. Séparation de la charge utile haute EcoStar 17. Voilà, EcoStar 17 vient d'être séparé du lanceur à une altitude de 1080 km et avec une vitesse de 9 km par seconde, un tout petit peu plus. On devine la joie des clients américains, mais qui, comme à chaque fois, attendent la deuxième séparation pour se manifester. Alors les panneaux solaires d'EcoStar seront déployés dans 3 heures environ. Il y aura donc tout de suite 5 mises à feu du moteur d'apogée d'EcoStar 17 entre demain et le 7e jour pour amener le satellite sur sa position orbitale définitive. Le 8e jour, des réflecteurs seront déployés. Mais avant, on va écouter un film où Martin Bourdelle, notre spécialiste GPME, il va vous dire ce que c'est, nous explique son métier. Je m'appelle Martin Bourdelle, j'ai 27 ans et j'exerce la fonction de chef de spécialité guidage, pilotage et mesure en campagne de lancement Ariane 5. En tant que chef de spécialité guidage, pilotage, mesure, je pilote un certain nombre d'opérations visant à garantir le bon fonctionnement et l'aptitude au vol des équipements électriques impliqués dans les fonctions navigation, guidage et pilotage du lanceur. Sur le lanceur, au niveau électrique, on va retrouver des équipements qu'on pourrait comparer à l'être humain. On va avoir le cerveau, qui est l'ordinateur de bord. On va avoir également des capteurs et des senseurs qui sont un peu l'ouïe, le toucher du lanceur, qui lui permettent de s'orienter dans son environnement. Et enfin, nous avons l'équivalent des terminaisons nerveuses et des muscles qui permettent de piloter les moteurs et d'actionner les vérins. Donc, je fais partie des équipes du COEL, le chef des opérations des ensembles de lancement, et plus particulièrement dans l'équipe électrique dirigée par l'assistant électrique. Aujourd'hui, nous intégrons les batteries JEP. Nous sommes donc au BAF et nous travaillons en collaboration avec les industriels bord. Donc, nous venons placer les batteries sur leur emplacement au niveau du moteur ESC et nous venons les raccorder au système électrique. Les batteries JEP fournissent la puissance électrique nécessaire à la pressurisation de l'huile qui
qui va nous permettre ensuite de piloter le moteur ESC. Nous pourrons ensuite venir les contrôler depuis les pupitres du centre de lancement numéro 3. L'une de mes opérations consiste à venir contrôler l'ensemble des capteurs implantés à bord. Donc on va venir lire les valeurs relevées sur le lanceur et les comparer à la configuration attendue. Le but est de garantir le bon fonctionnement de l'ensemble des capteurs tout au long de la campagne et évidemment pendant le vol. En début de chronologie, nos opérations consistent à venir mettre en œuvre les différents équipements électriques dont on a la charge. Et au fur et à mesure de la chronologie, nous allons les mettre dans la configuration qui est apte au vol. L'objectif est de faire passer nos différents sous-systèmes à l'état pré-synchro qui nous autorise l'entrée en séquence synchronisée. Après une formation d'ingénieur spécialisé dans les systèmes embarqués, j'ai rejoint les équipes d'Arianespace en mai 2010 et j'ai commencé une formation au niveau GPME sur le lanceur Ariane 5. Avec l'arrivée de la gamme et notamment du lanceur Vega, j'ai pu participer sur la même spécialité au premier lancement de Vega au début de cette année. Ce qui est très appréciable dans ce métier, c'est qu'après plusieurs semaines d'efforts intensifs en campagne, on peut vivre concrètement l'aboutissement de son travail avec un lancement réussi et une mission réussie. Métier passionnant pour ce jeune et talentueux ingénieur. Alors, tout là-haut, il y a orientation du composite, vous le voyez, de ce qui reste du lanceur au profit du SILDA pour le séparer correctement. Ceci se déroule en 3 phases. Quelques secondes encore avant la prochaine séparation, celle du SILDA. Le chapeau va donc s'ouvrir et va pouvoir nous libérer Météosat seconde génération numéro 3. Regardez bien, on va avoir cette information. Séparation de système de lancement double. Voilà, le chapeau SILDA est éjecté. Ça s'est déroulé à 1759 km d'altitude avec une vitesse de 8,50 km par seconde. Alors on va vite fait rappeler les enjeux de la phase balistique. Le premier, c'est de contrôler l'attitude des charges utiles afin de pouvoir les séparer dans les conditions prévues. Le deuxième enjeu, c'est de libérer les satellites sur le point d'éjection avec le maximum de précision. Et il y a un troisième enjeu, c'est de respecter l'environnement orbital, c'est-à-dire ne pas créer de débris tout là-haut qui pourrait ensuite être la cause de collision involontaire avec les vaisseaux spatiaux. Alors, on suit toujours les évolutions de composite qui se positionnent dans la direction demandée donc, par notre client pour séparer et déposer correctement MSG3 sur son orbite de transfert géostationnaire. Alors, tout comme le passager déjà libéré, on va suivre un film sur les premières opérations en orbite de MSG3. Après la séparation du lanceur, débutent les opérations de phase orbitale. Ces opérations sont menées par le centre de l'ESOC pour EUMETSAT. Elles vont durer environ 10 jours et amèneront le satellite sur une position géostationnaire de 3,4 degrés ouest où EUMETSAT prendra le contrôle du satellite. Cette première partie sera suivie de la phase de recette de la charge utile du satellite qui va durer environ 6 mois. Tous les éléments de la chaîne de production des images seront validés, les performances entre le sol et le bord caractérisées, les produits météorologiques testés et vérifiés avant liaison au premier client. À l'issue de cette période, le satellite sera déclaré opérationnel, il sera renommé Météosat 10 et éventuellement repositionné à 0 degré pour fournir un service complet d'imagerie. Je voudrais maintenant remercier toutes les équipes, en particulier celles de l'industrie satellitaire, de l'ESA et des équipes de la phase orbitale à l'ESOC, EUMETSAT, Arianespace et le CSG pour tous les supports apportés pendant la campagne de préparation. Eh bien, mesdames et messieurs, nous vivons là les derniers moments de la mission de ce soir. Voilà 33 minutes qu'Ariane s'est élevée de son pas de tir. On l'a vu monter dans le ciel de Kourou. Elle a suivi une trajectoire parfaite. Les différents étages se sont séparés. Le lanceur s'est allégé pour se recentrer sur sa mission. Mission de la mise sur orbite des 2 satellites qui lui avaient été confiés ce soir. EchoStar 17 a d'ores et déjà été délivré à destination. Et dans quelques secondes, ce sera le tour de MSG3. Alors, avant la séparation, MSG3 a besoin d'une mise en rotation lente, une rotation longitudinale autosonax à 30,7 degrés par seconde, ce qui est en train de se faire. Et cette séparation devrait intervenir à 2411 km d'altitude et à une vitesse de 8,06 km par seconde. On attend cette phase.
séparation de la charge utile basse MSG3. Voilà, deuxième séparation parfaite. Écoutez les applaudissements. MSG3, tout comme son compagnon tout à l'heure en position haute, a été séparé grâce à un système pyrotechnique qui a relâché la sangle qu'il attachait à son adaptateur. Le satellite s'est retrouvé non arrimé, regardez l'image, au lanceur. Et c'est alors qu'en se déployant, les 4 ressorts lui ont donné l'énergie nécessaire pour l'éloigner sans encombre. Voilà, cette fois, les deux clients se laissent aller à leur joie et à leur soulagement. Ben, nous aussi. C'est une nouvelle phase qui commence pour les deux satellites. Alors, quelques mots encore sur ces passagers, car je crois qu'après, on n'en aura plus le temps. Donc, pour EcoStar 17, on peut résumer en disant que la mission est en 4 phases, 4 parties distinctes. Le lancement du décollage jusqu'à l'injection du satellite en orbite de transfert géostationnaire, et c'est réalisé grâce à Ariane 5. L'élévation de l'orbite jusqu'à la position finale et ces opérations ont déjà débuté. Et puis, les tests de vérification de la charge utile se feront dans 8 jours. Et enfin, la mise en service vers les abonnés, ce que EcoStar prévoit en octobre de cette année pour une durée de 15 ans. Pour MSG3, l'acquisition du premier signal de télémesure du signal a en fait été sûrement déjà réalisée avant même la séparation, et ceci par réception et acquisition du signal par la station de Malindi, station au sol qui est équipée pour recevoir les signaux du lanceur, mais aussi des satellites. Et après séparation, à 0 plus 4 heures, il y aura une première augmentation de la vitesse de rotation à 55 tours par minute. Cette vitesse sera stabilisée à 100 tours par minute. Et on regarde le replay. Voilà un replay qui est arrivé un petit peu vite. Alors soulagement, bonheur pour nos clients, on les remercie de notre confiance, succès complet pour Arianespace et tous les opérationnels voient leurs efforts récompensés. Deuxième replay. Quelques secondes encore me sont données, alors je dois dire qu'il y aura une première augmentation de la vitesse de Météosat à 55 tours, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle sera stabilisée à 100 tours par minute dans 8 jours. Troisième replay. Et nous écoutons les déclarations. Bonsoir, donc comme vous venez de le voir, ce 63e lancement d'Ariane 5 vient de mettre en orbite EcoStar 17 et MSG3 et je m'en réjouis. D'abord bien sûr parce qu'il s'agit du 49e succès d'affilée de notre lanceur, ce qui est tout à fait remarquable. Ensuite, parce que la chronologie de ce soir a une nouvelle fois permis un lancement à l'heure, ce qui confirme la compétence de notre équipe opérationnelle. D'ailleurs, j'observe que depuis le début de l'année, eh bien, c'est le 3e lancement que nous faisons à J0 et H0, c'est-à-dire que vous êtes venus ici le jour où on vous a demandé de venir et que vous n'avez pas eu à attendre, ce qui est un avantage. La troisième raison, c'est parce que les deux satellites que nous venons de mettre en orbite démontrent une fois encore la flexibilité d'Ariane 5, qui est capable de lancer simultanément l'un des plus gros satellites de télécommunications jamais construits par un opérateur privé américain et l'un des plus performants satellites de météorologie développés pour une organisation gouvernementale européenne. Je souhaite donc remercier très chaleureusement nos clients, Hughes, EcoStar, EmetSat et l'ESA, et tous ceux qui sont venus assister à ce lancement ici en Guyane. EcoStar 17, c'est avec un très grand plaisir que je me tourne ce soir vers nos amis de Hughes, dont nous avons déjà lancé le premier satellite le 14 août 2007. Et ce lancement, je m'en souviens parce qu'il fait date dans l'histoire de notre société, dans la mesure où j'avais signé ce contrat de lancement le 15 février 2007 et j'avais dit à notre client, nous vous lancerons sous 6 mois. Et si vous faites le calcul, 15 février, 6 mois plus tard, ça fait 15 août. Nous avions lancé le 14 août. Donc ça montre qu'on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit, ce qui est surtout le plus important. Donc nous l'avions lancé le 14 et c'est sans doute pour ça que vous êtes revenus, non pas en deuxième semaine, mais en deuxième lancement, et que vous nous avez confié le lancement de votre second satellite, et celui-ci construit par Space System Loral. Et ce satellite très puissant va vous permettre de répondre à la demande croissante de vos clients pour les services Internet à très haut débit, non seulement aux États-Unis, mais aussi au Canada. Je salue donc très chaleureusement mon ami Charlie Ergen, qui, je crois, va nous rejoindre, mais qui n'a pas pu résister au plaisir d'aller assister
à ce lancement en direct depuis Toucan. Il a bien de la chance, moi je ne l'ai jamais fait, je suis toujours à Jupiter, mais c'est le privilège des clients. Donc il a vu ce lancement en direct à Toucan, ça devait être très très beau, puisque sur l'écran, vous avez vu sans doute qu'on a vu à l'œil nu la séparation des deux coiffes. Je salue aussi Adrienne Maurice qui lui est resté ici. Et bravo pour ce choix. D'ailleurs, hier, c'était Independence Day aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde d'ailleurs. Et aujourd'hui, grâce à Arianespace, EcoStar 17 a pris son indépendance. D'ailleurs, il y a en ce moment à Paris un concert de Bruce Springsteen et on a des invités à ce concert. Il me disait qu'au moment de la séparation, The Boss chantait Independence Day. Donc c'est un heureux hasard. On n'y est pour rien, je vous rassure, on fait beaucoup de choses, mais quand même pas tout à fait. MSG3, donc EUMETSAT, c'est l'un des clients les plus fidèles et les plus anciens d'Arianespace, puisque vous avons lancé pratiquement tous vos satellites. Et depuis la mise en orbite de Meteosat 2 en 1981, vous nous confiez tous vos lancements. Le premier, je crois qu'il n'était pas avec nous, mais vous êtes excusé, Arianespace n'existait pas encore. Donc, MSG3, qui a été construit par Thales Alenia Space, est le 9e satellite, et je vous en remercie très chaleureusement. Je souhaite donc adresser mes félicitations à mon ami Alain Ratier, qui, avec tous les représentants des États membres de METSAT, a assisté à ce lancement depuis Darmstadt. Et je souhaite aussi remercier Hans Kohnmann et Philippe Goudy, qui ont assisté au lancement ici avec nous. Au-delà du succès de ce soir, l'été 2012 aura été un peu compliqué avec EUMETSAT, puisque MSG3 est parti un peu plus tard que prévu. Et donc rendez-vous le 19 septembre, cette fois-ci à Baïkonour, pour le lancement du deuxième METOP par un Soyuz de Starsem. Je vous rassure, le troisième, on le lancera depuis ici, mais un peu plus tard. Voilà ce que je voulais dire donc, pour nos clients. Je souhaite aussi remercier très chaleureusement tous ceux qui, en Europe comme en Guyane, ont préparé depuis des années le lanceur et ses installations de mise en œuvre et qui, succès après succès, renforcent la position de l'Europe sur la scène spatiale internationale. Ce soir, d'ailleurs, pour les amateurs de statistiques, et je parle pour nos amis qui nous regardent à Vernon, on me dit que c'est le 1200e moteur produit par SNECMA depuis le début d'Ariane qui a volé sur ce lanceur. Et donc, je vous demande, 1200, c'est quand même un grand nombre. Je demande d'applaudir les gens qui l'ont construit. Voilà, je pense que nos amis à Vernon doivent être contents. Donc, à l'évidence, avec tous ces succès, eh bien, Ariane 5 est une affaire qui marche. Ariane 5 est une affaire qui marche bien et Ariane 5 est une affaire qui marchera encore longtemps parce qu'après ce lancement et grâce à tous les contrats que nous avons signés depuis le début de l'année, on a déjà signé 5 contrats pour des lancements de satellites géostationnaires, plus une Ariane 5 dédiée, ce qui fait, si je compte bien, 3 Ariane 5 et demi. Donc, il nous reste encore 6 mois pour en vendre encore 3 autres Ariane 5 et demi, mais je vois notre équipe commerciale ici et je suis persuadé que nous allons y arriver. Donc, grâce à tous ces contrats, nous avons encarné pas moins de 22 lancements fermes d'Ariane 5, ce qui, à un rythme de 6 ou 7 lancements par an, nous garantit plus de 3 ans d'activité. Donc, merci et bravo à tous. Donc, à présent, je passe la parole à nos clients. Donc, pour EcoStar 17, je crois que c'est Adrienne Maurice. Pour MSG3, Ernst Kohnmann et Philippe Goudy. Et pour le CNES, Joël Barre parlera. Merci. Thank you, Jean-Yves. Merci Jean-Yves. Je voudrais m'adresser à vous, aux équipes d'Arianespace et à tous ceux qui sont responsables de ce lancement. Bravo, parce que vous avez fait un travail extraordinaire. Nous sommes revenus faire lancer nos satellites chez vous après Spaceway. Le deuxième est parti chez vous aussi. Bravo.
Comme j'ai déjà dit ce matin, ce satellite est un des plus grands satellites qui ait jamais été conçu et construit. Toutes nos félicitations donc à John Shelley et à Andy Tillman qui sont ici, qui font partie de Loral, SS Loral étant la société qui a construit ce superbe satellite. La couverture va être celle de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada. Pour ce qui est du Canada, nous avons un partenaire qui s'appelle ExploreNet. Et je vois John Madurey aussi pour ExploreNet. Bonsoir à toi. Je m'adresse aux équipes de Hughes maintenant et aux équipes EchoStar. Voilà bien longtemps qu'on a commencé à travailler là-dessus. C'était en mars 2007. On a passé le contrat mi-2009. Pradman Cole était le PDG à l'époque et Paul Gasky qui est ici et y ont beaucoup travaillé. Bob Bushman également qui est de l'autre côté dans le bocal. Et lui et son équipe ont vraiment fait un travail tout à fait extraordinaire. Donc, je crois qu'on peut adresser nos félicitations à toute l'équipe d'ingénieurs de Hughes. Merci aussi, bien sûr, à Arianespace et merci à tous ceux ici à Kourou qui ont permis ce beau succès. On va donc mettre en service un système qui sera le meilleur au monde, le plus avancé du point de vue technologique. Donc, merci. Jean-Yves, je dirais, comme d'habitude, et je voudrais saisir cette occasion pour vraiment remercier très chaleureusement Arianespace. En effet, vous avez, comme toujours, travaillé de façon très, très compétente, et c'est ainsi que vous avez amené toutes les équipes au succès de ce soir au lancement de MSG3. Je voudrais remercier mes collègues de l'ESA également, ceux de Thales, nos collègues du CNES, au CSG, ici en Guyane, et puis je voudrais ne pas oublier nos équipes METSAT qui sont aussi à Kourou. Ils ont travaillé vraiment très dur pour arriver au lancement de ce soir et à ce succès. Alors maintenant, c'est les équipes LEOP de l'ESOC et de METSAT qui vont se mettre au travail. Je suis bien certain qu'en fin de recette, eh bien, la continuité des services sera assurée en provenance des services en géostationnaire. Et ainsi, les services seront assurés pour nos clients dans les différents pays jusqu'en 2020. Et bien sûr, rendez-vous le 19 septembre, mais ce ne sera pas tout à fait ici, ce sera un petit peu plus à l'est. Et là, bien sûr, on compte aussi sur un succès. Okay, well, ladies and gentlemen, really, I want to say that Mesdames et messieurs, je voudrais dire effectivement quelques mots sur ce lancement de MSG3. Un grand succès, vous l'avez vu, non seulement pour le spatial en Europe, mais pour tous ceux qui, dans le monde entier, vont exploiter les données qui seront envoyées par ce satellite météorologique. Félicitations aux équipes lanceurs, félicitations à tous ceux qui sont ici sur le pas de tir, Arianespace, ESA, CNES. Comme toujours, vous avez fait un travail extraordinairement professionnel. Merci aussi à tous ceux qui ont préparé le satellite, Thales, METSAT, l'ESA. Merci aussi d'avance à tous ceux qui vont travailler à leur essai en orbite et assurer toutes les activités de début de vie en orbite à Darmstadt. L'ESA travaille depuis longtemps en coopération avec METSAT. Les choses se poursuivent puisqu'on continue à coopérer sur Meteosat 3e génération, la future génération de satellites. Nous préparons également une série de METOP 2e génération et d'ailleurs des décisions devront être prises à cet égard à la prochaine réunion ministérielle de l'Agence spatiale européenne. Voilà donc une coopération très fructueuse qui s'inscrit dans l'histoire de nos deux organisations. Et je crois que tout cela, c'est pour pouvoir mieux servir chacun d'entre nous et tous ceux qui travaillent dans le domaine de la météorologie. Alors bien sûr, très bientôt, 19 septembre, le prochain défi, c'est Baïkonour. Merci. Donc, eh bien, après ce succès, un succès en appelle un autre. Donc, prochain lancement le 2 août avec un Telsat 20 qui est arrivé il y a quelques jours ici en Guyane
et ILAS 2 qui arrivera demain. Voilà. Une fois encore, merci, bravo, et puis donc rendez-vous dans un peu moins d'un mois pour de nouvelles aventures. Merci. Deux satellites étaient confiés à Ariane ce soir. Ils sont tous les deux en place pour leur longue route. Regardez ces belles images. Départ à l'heure, mission parfaite. Le vol 207 d'Ariane est un succès sur toute sa ligne. Mesdames et messieurs, merci d'avoir partagé ces moments avec nous. Merci à Manu De Oliveira, le réalisateur, à son équipe de Guyane Première. Merci à vous. Merci à toutes les équipes techniques. Alors très bonne nuit et à bientôt pour les nouvelles aventures d'Ariane.